Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 30 avril 2024. Au sommaire de cette édition, il y a 27 ans, le CNDD-FDD assassinait une quarantaine de séminaristes de Bouta. Au cours du journal, nous allons revenir sur ces crimes revendiqués par les maquisards. Introuvable depuis environ 8 mois, la famille de Désiré, infirmier de Gihanga, perd tout espoir de retrouver le leur après son enlèvement par des personnes portant des tenues de la police. Et la PARSEM appelle le gouvernement à sauver les entreprises burundaises dont la Braroudi. Le président de cette organisation va s'exprimer au cours de cette édition. Les détails, c'est tout de suite. Page gouvernance. Pour commencer, en 2022, les Burundais ont été informés que la pénurie du carburant était causée par des individus dont l'objectif était de déstabiliser le pays en vue de susciter des manifestations contre le régime en place. Cela a été annoncé en pleine crise de pénurie de carburant par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. Le numéro 1 burundais a également promis aux Burundais qu'il allait s'occuper personnellement de cette problématique, mais plus le temps passait, plus il s'avérait qu'il avait menti aux Burundais. Éloge divin Remesh. Hari umunsi bari bateguye manifestation kwa gatari kwa gatandatu ngo nyegeze igicoro cyose ngo hanyuma ngo abantu bace bakibura ngo iyi weekend ngo haca manifestation ngo hashake ibintu bya 2015. Le président Évariste Ndayishimiye qui s'adressait aux Burundais en 2022 en leur expliquant que la pénurie du carburant était due aux tentatives de déstabilisation de son régime par des individus mal intentionnés. Il a par cette occasion promis aux Burundais qu'il allait prendre en main la problématique de pénurie du carburant. Imaginez-vous une personne qui a obtenu de l'argent au mois de juillet pour qu'une importe du carburant, mais ne l'a pas fait. Mais nous, en 5 jours, on avait amené du carburant jusqu'ici. Cette personne ne l'avait pas fait durant tout un mois. Comment est-ce que vous pouvez m'expliquer que j'ai pu le faire alors que je n'étais pas habitué à ça? Il y en a qui se sont lamentés en disant qu'ils ne comprenaient pas comment le président s'est ingéré dans l'importation du carburant. Ils voulaient que je leur informe alors qu'ils ont un démon qui les guide. J'ai plutôt opté à le faire moi-même et je sais que Satan a honte actuellement parce que Dieu a agi comme il a fait avant. Il ne change pas, donc il se chargera d'autres choses. Malgré que le président semblait être satisfait de son accomplissement et donnait de l'espoir aux Burundais, ces promesses n'ont duré que le temps de la rosée. Des pénuries répétitives du carburant n'ont cessé de se manifester jusqu'à présent, ce qui engendre des conséquences sur la vie des Burundais. Durant les moments de pénurie, les autorités burundaises se sont beaucoup plus démarquées par du silence et n'ont pas voulu tranquilliser les Burundais. Une fois qu'il a décidé de parler de cette pénurie, ces autorités expliquaient la plupart des fois que la pénurie était causée par des problèmes logistiques qui ont retardé l'approvisionnement. Récemment, plus d'un parmi les Burundais ont été surpris par les propos du Premier ministre burundais devant l'Assemblée nationale. Gervais Ndirakobucha a osé parler des principales causes de la pénurie du carburant. Ce qui est important ici, c'est de comprendre que ce qui nous arrive n'est pas une situation tombée du ciel, que personne ne se trompe. Ce sont plutôt les conséquences des sanctions économiques imposées au Burundi à partir de 2015. Dans nos séries de reportages sur les mensonges qui caractérisent le règne d'Évariste Ndayishimiye, nous reviendrons sur d'autres zones d'ombre qui se trouvent derrière la pénurie du carburant. Je vous le disais en titre, il y a près de 8 mois, Désiré Nyondiko, fermier de Gihanga, a été enlevé par des personnes en uniforme policière. Sa famille a cherché partout, mais n'a toujours pas de ses nouvelles. Aujourd'hui, cette famille a perdu tout espoir de le retrouver. Elvis Nyomungere nous en dit plus. C'est dans la soirée du 6 septembre 2023 que Désiré Sindayihebura a été arrêté. Il a été enlevé par un groupe d'hommes
en uniforme policier à bord d'une camionnette double cabine blanche à vitres teintées. Les témoins de la scène indiquaient que ce véhicule utilisé par le ravisseur ressemble à celui de Jerome Tanishaka, patron de la documentation en province de Bubanza. Désiré Sindayihebura habitait le quartier SNDI en commune Gihanga. La soirée de son arrivement, il s'était rendu en zone Buringa, dans sa pharmacie vétérinaire. Désiré Sindayihebura était non seulement vétérinaire, mais aussi il était également éleveur. Dans son arrivement, la famille de Désiré Sindayihebura n'a ménagé aucun effort pour le rechercher. Ils ont cherché dans tous les cachots officiels, d'abord à Bubanza et ensuite à Bujumbura. La famille a par la suite demandé de l'aide à la police, à l'administration, mais aussi à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, la CNDH, mais Désiré Sindayihebura est resté introuvable. La famille est désespérée. Avec les 8 longs mois d'attente, elle ne pense plus pouvoir le retrouver vivant. Je vous le disais également en titre, c'était le 30 avril 1997, exactement 27 ans jour pour jour après le massacre d'une quarantaine de séminaristes de Buta en province Bururi. Ces enfants baptisés martyrs de la fraternité ont été sauvagement exécutés par le CNDD-FDD actuellement au pouvoir. Le mouvement avait aussitôt revendiqué le carnage. Eric Nyonzima revient sur quelques moments de ce jour macabre. Au Burundi, on les appelle les martyrs de la fraternité. Nous sommes tous burundais, nous sommes tous enfants de Dieu. Telle a été la devise de ce martyr. À l'aube du mercredi 30 avril 1997, le petit séminaire Buta est attaqué par les rebelles du sein de DFDD et 40 séminaristes sont exécutés sommairement et sauvagement. Dans le déroulement des faits, les assaillants pénètrent dans le dortoir de l'établissement et hurlent les Hutus d'un côté, les Tutsis de l'autre, un ordre auquel les jeunes séminaristes refusent d'obéir. Il n'en fallait pas, puis alors, pour que les premières rafales sifflent et que les premiers corps tombent, 40 jeunes élèves ont ainsi perdu la vie. Des survivants ont raconté avoir entendu quelques durs à voix haute, Seigneur, pardonnez-les car ils ne savaient pas ce qu'ils font. Les meurtriers ont par la suite tout pillé et saccagé, argent, chaussures, vêtements, bref, tout ce qui était précieux à leurs yeux. Ils ont ensuite lancé des grenades et des explosions sans se suivre. Avant de se replier, ils ont d'abord vérifié ce qui était encore vivant pour les achever. Autre fait, un des assaillants qui tentait de s'interposer pour arrêter les massacres a été automatiquement liquidé comme les séminaristes. À travers son porte-parole, d'alors fait Jérôme Bio, le mouvement CNDD, actuel parti CNDD-FDD au pouvoir, a aussitôt revendiqué le dit massacre en justifiant que les victimes étaient des gamins en plein exercice militaire. Du côté des rescapés de ces massacres, ils réfutent les allégations de leurs bourreaux et parlent plutôt d'échappatoires visant à justifier l'ignominie de leurs actes. En ce 27e anniversaire, les victimes disent garder l'espoir que tôt ou tard, justice leur sera rendue vu que les auteurs sont bel et bien connus. Suivez Christophe Sindaigaya, il s'est exprimé au nom des rescapés de Buta. Après 27 ans, effectivement, la justice n'a toujours pas été rendue. Et nous restons sur notre soif pour que la justice soit rendue et que les coupables soient connus. Bien qu'il y en a qui ont déjà revendiqué l'attaque, nous demandons alors au gouvernement du Burundi ainsi qu'au diocèse de Bururi de s'investir pour que la justice soit faite pour tous. Nous qui étions au petit séminaire de Buta en 1997, c'est exactement ce 30 avril, nous démentissons c'est-à-dire qu'il y avait des entraînements militaires qui se faisaient au petit séminaire de Buta. Nous n'étions que de petits enfants qui ne faisaient que étudier et jouer. C'était une école pour une formation, pas militaire, mais une formation à l'éducation. Ceux qui disent qu'il y avait des formations militaires au petit séminaire de Buta, moi je les considère comme des gens qui veulent que la vérité soit enterrée et que la vérité ne soit pas mise au grand jour. Dans un instant, nous parlons des propositions de la PARSEM pour sauver les entreprises burundaises. Le gouvernement burundais doit faire quelque chose pour trouver des solutions afin de sauver les entreprises burundaises dont la Braroudi.
C'est du moins les propos de Faustin Ndikoumana, président de la PARSEM. Selon lui, c'est incompréhensible que la Braroudi manque de devises alors qu'elle donne à peu près 100 millions d'impôts dans le pays. Suivez Faustin Ndikoumana, c'est le président de la PARSEM. FEM lance un vibrant appel au gouvernement pour prendre toutes les mesures qui s'imposent pour sauver l'entreprise Braroudi. Il faut la renflouer, il faut trouver des solutions concrètes et idoines aux difficultés de la Braroudi. Voilà le poids de la Braroudi dans l'économie. Si on analyse le budget national au niveau des recettes, l'impôt sur les sociétés totalise 240 milliards. Dans ce montant, la Braroudi contribue à environ 50%, sans oublier les accises. Les accises totalisent 440 milliards. Braroudi y contribue grandement. Ça veut dire que les recettes de l'État provenant de la Braroudi peuvent financer 2 ou 3 ministères. Encore, Braroudi fait preuve de la fierté nationale, de la réussite de l'industrialisation. C'est un exemple de la réussite de la coopération entre l'investissement local et les investissements directs étrangers. C'est une preuve pour même attirer d'autres investisseurs étrangers. Au niveau de l'emploi, le personnel employé par la Braroudi. Au niveau des transactions ici, au niveau local, qui permettent la circulation de la monnaie et la distribution des revenus. Au niveau social, le rôle que les produits Braroudi jouent un rôle au niveau du tissu social dans notre pays. Ils continuent à éviter les boissons prohibées qui peuvent être nocives à la santé publique. Le contexte dans lequel Braroudi travaille, le contexte macroéconomique, justement, on évoque la rareté des devises. Ça ne devait pas être un problème si les devises étaient piégées. Le problème ici, au pays, c'est qu'il y a un groupe qui veut faire de la richesse nationale leur propre richesse, qui veut gérer l'argent, qui veut gérer les devises comme ils gèrent le patrimoine familial. Soutenez pas une défaillance institutionnelle évidente. Des gens qui violent la loi et dans l'impunité totale. Il faut arrêter ce mouvement. Selon Faustin Ndikoumana, même dans le passé, durant l'embargo, le Burundi n'a pas atteint un tel niveau de manque de devises. Ainsi, il demande au gouvernement de réduire les missions de certains cadres du pays à l'étranger, car selon lui, ces missions n'apportent rien dans le pays. Même en 1996, le Burundi était sous l'embargo. Il y avait la suspension de la coopération. Il y avait une guerre civile depuis 1993. Mais il n'a pas eu de pénurie de produits de première nécessité. La BRB devait faire toute la discipline nécessaire et mettre des réglementations pour une bonne gestion des devises et recueillir le soutien au plus haut sommet, le soutien politique au plus haut sommet. Donc la BRB devait sortir aussi un rapport régulier sur l'utilisation des devises. Un rapport régulier sur l'utilisation des devises. Réduire autant que se fait les missions à l'étranger qui ne sont pas effectuées. Prioriser l'importance des produits essentiels. Même dans le temps, les licences de Braroudi étaient priorisées. Il faut aussi que la BRB renoue avec la collaboration des mesures de surveillance qui contrôlent les importations qui entrent au Burundi au niveau de la facture, au niveau de la facturation, pour éviter la surfacturation ou pour éviter les cas où les gens peuvent ne pas faire entrer les marchandises alors qu'ils ont reçu des transferts des devises au niveau de la banque centrale. On voudrait aussi que la banque centrale ait commandé une étude sur l'utilisation des devises depuis 2015. Pour clore cette édition, une campagne de vaccination a démarré ce matin en faveur de tous les prisonniers et tout le personnel de la prison centrale de Gitega. Cependant, les détenus de cette prison ont été étonnés du silence des agents de la santé et des responsables de la prison quant à la question de savoir de quelle maladie ils sont protégés. Le seul message qu'ils ont reçu de la part de certains agents de la santé, c'est qu'il est apparu dans cette prison une maladie contagieuse qui a déjà affecté plus de 200 prisonniers et dont les symptômes sont entre autres les petits boutons sur le corps, la fièvre, la fatigue, les maux de ventre et la rougeur des yeux. Certains prisonniers indiquent qu'ils ont été informés de la part des infirmiers que ce vaccin avait le rôle d'augmenter leurs anticorps. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 avril 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis. À la présentation, c'était Émile Niwasumba. Au revoir.